Ministries, la chaîne du réveil. Bonsoir et bienvenue à votre émission qui ne cesse de vous mettre au parfum de l'actualité. Après les dires du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi à Genève, va-t-il organiser les élections en 2023? L'arrivée d'Emmanuel Macron ne cesse de défrayer la chronique de l'actualité. Voilà pourquoi on en parle ce soir avec Corneille Moulumba, qui est le pionnier de l'IDPS. Papa Corneille, bonsoir et bienvenue à cette émission. Bonsoir maman Elali et bonsoir aux téléspectateurs. Merci beaucoup. Je vais ramasser d'abord l'émission d'autrefois avec la réaction de nos fidèles téléspectateurs lors des 42e anniversaire, si j'ai une bonne mémoire au moins, de l'IDPS. On a dit que le linge sale se lave en famille, mais pourquoi vous c'est le contraire, Papa Corneille? Donc la question était posée. Mais la réponse est très simple. Un parti politique, c'est une association. Qui dit association dit qu'il y a des associés. Et tous les membres du parti sont des associés. Ils sont donc les propriétaires du parti. Donc quand on doit décider, on a besoin de... Parce qu'eux doivent désigner des dirigeants. C'est pour ça qu'un parti politique organise des congrès, des séminaires, des conclaves. S'il n'y a pas de conclave, s'il n'y a pas de congrès, s'il n'y a pas de séminaire, donc il n'y a pas d'espace d'expression dans le parti. Alors vous êtes dans un monologue ou quelque part comme dans une classe où le maître dit les autres exécutent. On n'a jamais organisé depuis que Augustin Kabouya est là, ou bien on a ça existait avant. Je pose la question, comment Augustin Kabouya est arrivé là, comment? À quel congrès on l'a désigné? Est-ce qu'on peut désigner comme ça, quelqu'un désigne, toi tu seras secrétaire général de l'IDPS, toi tu seras président intérimaire? Non, tout le monde peut commettre des erreurs, mais ce qu'on doit faire c'est quoi? C'est de corriger. Un secrétaire général de l'IDPS, c'est un potentiel premier ministre, c'est un potentiel président de la République. Alors, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui connaît le parti d'abord, qui connaît le pays, qui connaît l'histoire du pays, qui connaît les enjeux nationaux et internationaux, et même mondiaux. Alors, à partir du moment où vous avez dans un parti politique des gens comme l'UDPS, vous avez des gens de toutes les catégories, des médecins, des ingénieurs, des professeurs d'université, des avocats, de tout ce monde-là, des ministres, des députés. Vous mettez à leur tête quelqu'un qui n'a jamais travaillé, donc qui a un problème de maturité politique, qui a un problème d'expérience politique, qui a un problème de niveau de compréhension politique. Alors, c'est dangereux parce qu'il va chercher à avoir des gens qui sont moins compétents que lui. Pourquoi il y a tant de divergences dans votre famille politique? Mais c'est simple, c'est pour ça que j'ai dit là-bas. Parce qu'il n'y a pas de on fait jamais de conclave. Les conclaves, les séminaires, les congrès, c'est là où les membres du parti s'expriment. C'est là où se désignent les dirigeants. C'est là où fixent les règles. C'est comme ça qu'alors rien ne sort à l'extérieur. Parce que ceux qui parlent ont la légitimité d'engager l'organisation. Et lorsqu'ils parlent, ils se réfèrent. On peut les critiquer, on peut les changer, on peut les corriger, et ainsi de suite. Mais s'il n'y a pas ça, alors l'affaire se devient dans la rue, parce que le parti devient comme des propriétés privées d'un individu ou d'une famille. Et à ce moment-là, c'est ça le problème. Donc, sauf un préfet, je sais bien qu'au mois de mars ici, vous allez juste organiser, l'IDPS plutôt va organiser juste les congrès au cas où on vous invite, serez vous ou moi? Il faut simplement, mais on ne peut pas se dire d'un parti politique qui n'est pas le congrès. Le problème c'est lequel maintenant? Le danger c'est lequel? Quand on va dire, ah c'est le congrès de l'UDPS qui va ça, c'est le congrès de l'UDPS ce qu'il dit, le congrès de l'UDPS c'est je ne sais pas quoi encore.
il n'y a pas de DPS Tshisekedi, il n'y a pas de DPS Kibasa, il n'y a pas de DPS Tchibala, il n'y a pas de DPS Mbaki. Il y a l'UDPS, le parti politique qui a son idéologie, qui a un programme, qui a ses valeurs, qui a son logo, n'est-ce pas? Si on part sur cette base-là, nécessairement, on rassemble tout le monde. On apporte des idées, on apporte chacun apporte ce qu'il peut, son intelligence, sa force. Et c'est ça qui fera que ceux qui sont amenés à diriger, dirigent sur base, avec le soutien de tout le monde. Quelle est l'idéologie de l'UDPS? Vous parlez quand même de ça, en fait, on doit connaître. C'est la démocratie, mais aux couleurs de l'Afrique, aux couleurs du Congo. Le social et la démocratie. Le social-démocratie. Donc c'est une sorte de pratique de l'économie de marché avec un certain solidarisme, un grand sens de solidarité. Dans l'affirmatif, Papa Corneille. Oui. Vous les sentez? Non, mais c'est ça que je dis, madame. Le parti est inexistant parce qu'un parti qui ne tient pas de congrès n'existe pas. Vous avez des choses. Il faut qu'il y ait des congrès, il faut qu'il y ait des séminaires. Quand est-ce que vous avez entendu que vous avez organisé un séminaire de formation? Est-ce que l'école du parti fonctionne encore? Parce qu'à l'école du parti, on forme les cadres, on a pour leur idéologie, les valeurs, ou le programme du parti. Qu'est-ce que nous allons faire? Le président Tshisekedi est là. Il vient de l'UDPS. Quel est le programme qu'il applique? Je pose encore autrement la question. Vous avez des gens qui sont au Parlement au nom de l'UDPS. Vous en avez au sein du parti, donc à la direction du parti. Vous avez même du gouvernement au sein du parti et du Parlement. Dites-moi un peu, quelle est la dernière fois? Je pose la question au président du groupe parlementaire UDPS à l'Assemblée nationale. Quelle est la dernière fois que le bureau politique du parti, que le groupe parlementaire, que les ministres de presse se sont réunis pour... Vous êtes, moi, de toutes les façons, accepter plutôt d'assumer mes questions ainsi que les réactions de nos fidèles téléspectateurs, de toutes les façons, parce que vous êtes au moins de l'UDPS. Oui. Je peux quand même accepter, j'essaie un peu de me mettre à la place de nos différents téléspectateurs aujourd'hui, voilà, parce que je les représente quand même. Ce sont eux qui m'ont donné des questions, mais quand je pose à leur place. Vous faites bien. On peut accepter votre excuse comme étant sur le plan de la démocratie, oui, mais sur le plan social comme étant votre vision idéologie, non, de toutes les façons, parce que ça ne marche pas, Papa Corneille. Non, mais vous avez l'idéologie du parti, vous avez les valeurs du parti, que nous, les pionniers, nous incarnons quelque part, parce que nous avons créé le parti, nous l'avons accompagné depuis qu'il était bébé jusqu'à ce qu'il ait sa mature. Maintenant, quand je répète mille et une fois que l'UDPS n'est pas au pouvoir, je dis que Félix Tshisekedi est président de la République. Parce que l'UDPS, c'est ça l'idéologie. Si les membres du parti se réunissaient, si le parti tenait des congrès, des séminaires, des conclaves, où nous parlions des idées, où on envoyait les meilleurs d'entre nous pour aller au gouvernement, on envoyait les meilleurs d'entre nous pour aller au Parlement. Pas qu'on monnayait les postes des gens qui donnent de l'argent pour être admis sur la liste de l'UDPS, ou comme on prend de l'argent. Lorsque vous dites que l'UDPS n'est pas au pouvoir, ce n'est pas au moins vouloir juste une chose et son contraire à la fois. Parce que tous, on sait bien que Félix Antoine Tshisekedi est le fruit de l'UDPS. Félix Tshisekedi, il est de l'UDPS. Entre être de l'UDPS, comme il y en a des milliers, des millions, des dizaines de millions, entre être de l'UDPS et mener la politique de l'UDPS, c'est différent. Pour mener la politique de l'UDPS, il faut être encadré par l'UDPS. Il faut que le parti se sente concerné, il faut que le parti décide. Mais si jamais, comme je viens de vous le dire, il n'y a jamais eu une réunion entre les membres du groupe parlementaire de l'UDPS, le premier ministre de l'UDPS et le bureau politique de l'UDPS, alors comment voulez-vous qu'on puisse dire, voilà... Qui bloque cette réunion? Pour moi, c'est le président lui-même, parce que c'est lui qui devrait en prendre l'initiative, comment dirais-je, parce qu'on pouvait manquer de moyens, nous devons militer sans moyens, Aujourd'hui, il y a des députés, il y a des ministres, il y a le président lui-même. Vous entendez beaucoup de millions qui circulent. Pour quelle raison ne pas mettre un peu d'argent pour que ce parti politique qui a tout donné se remette debout, pour qu'on puisse convoquer un grand congrès, des gens qui viennent à gauche, à droite, de l'intérieur, de l'extérieur, pour que ces gens qui sont les associés du parti, les sociétaires de l'UDPS se retrouvent
parlent de leur parti, disent voilà ce que nous voulons faire, voilà ce que nous allons faire, voilà qui nous mettons pour diriger le parti, voilà quoi nous voyons. Voilà un peu, c'est ça le parti. À ce moment-là, la machine se retrouve renforcée, unie, et l'UDPS redevient le premier parti politique de ce pays qui a une force d'intérêt suffisante. Parce que n'oubliez pas, quelqu'un peut être président de la République. Mais si vous n'avez pas une grande machine politique qui vous soutient, vous êtes très faible, vous êtes manipulé par l'extérieur, on vous impose des volontés par Ma dernière question pour tourner la page alors que si vous avez une machine forte, vous savez tenir tête, vous pouvez dire non, en regardant les yeux dans les yeux. Ma dernière question pour tourner la page avec l'UDPS. Bientôt, on s'approche déjà vers les élections en 2023, nous sommes déjà au mois de mars. Quels seraient les discours de l'UDPS au mois de décembre? Non, mais c'est pas dans le mois de décembre, c'est dès maintenant. Je veux dire, si le président de la République mène le pays selon sa vision à lui, pas celle de l'UDPS, il sera important, c'est ce que nous allons faire. Nous allons continuer. Vous savez que j'ai écrit un livre, n'est-ce pas, où je reprends quelques idées de notre vision, n'est-ce pas, de dire voilà ce que l'UDPS doit faire, aurait dû faire si l'UDPS était au pouvoir. Voilà ce que nous voulons faire. Nous mobiliser, nous réorganiser, tenir un grand congrès. À ce moment-là, aller vers le peuple congolais et le témoigner. Aujourd'hui, le président est là. Il a cette affaire bidon d'union sacrée. Qu'est-ce qu'il fait? Quelle est sa marge de manœuvre? Merci beaucoup. Tournons moins la page de l'UDPS. Tournons la page de l'UDPS. L'actualité m'oblige, moi, de pouvoir parler de ça. L'arrivée d'Emmanuel Macron à République démocratique du Congo. Quelles sont les attentes de la population congolaise face à son arrivée? C'est ça vraiment la question très capitale, moi, que vous attendez, moi, à la maison, où vous aurez la réponse tout de suite déjà avec Papa Corneille. Mais avant qu'on arrive, quelles sont vos impressions, vos émotions par rapport à son arrivée sur le sol congolais? Mais il ne devrait pas venir. Il ne devrait pas venir. Et plus exactement, le peuple congolais n'a rien à attendre. Si on lui posait la question, je suis convaincu qu'il refuserait de venir. La population de Tchangou, logiquement, aurait même dû bloquer la route pour qu'il ne passe pas, puisque la France, le Rwanda nous fait la guerre, la France est derrière le Rwanda. La France a tout fait pour répondre à tous les caprices de Paul Kagame. La France a imposé Mme Mushikiwabo, l'ancienne ministre des Affaires étrangères du Rwanda, à la tête de la francophonie, alors que le Rwanda n'est pas un pays francophone. Et puis la France avait soutenu l'embargo contre notre pays, pendant que la France finance l'armée rwandaise. La France bloque les avions qui devaient nous apporter les armes pour nous défendre. Croyez-vous que l'acte posé par la France est passé inaperçu auprès des peuples congolais? L'acte de pouvoir signer l'embargo pour la RDC? Non, il y a la masse, il y a ceux qui suivent. Et nous disons ceux qui suivent, ceux qui l'auraient oublié, que la France a bloqué, a raisonné l'avion qui devait nous apporter les armes ici pour nous défendre. Parce que la France soutenait le Rwanda et que les armes nous permettaient de combattre contre les attaques venant du Rwanda. Donc la France n'est pas notre amie aujourd'hui. La France n'est pas notre amie et c'était une opportunité pour les Congolais de le faire se bien entendre. Parce que si Macron ne peut pas arriver ici parce que la population congolaise est debout, n'est-ce pas? La population, le peuple français poserait la question à ses dirigeants, mais qu'est-ce qui se passe? On ne veut pas de nous en Afrique, au Mali, au Côte d'Ivoire, pardon, à chose, au Burkina Faso, à gauche, à droite. Et maintenant, le grand Congo, le plus grand pays francophone du monde, le Congo, ne veut pas nous recevoir. Alors, changeons de politique. Mais c'est le contraire. C'est le contraire par rapport au Mali, c'est le contraire par rapport au Burkina Faso. De l'autre côté, on ne veut pas de lui, mais ici, quand même, vous voulez l'aider. Non, mais c'est ça que j'ai dit. On devrait prendre la même attitude. Parce que si on refusait son arrivée ici, alors il aurait des comptes à rendre à l'opinion française. Il faudra qu'il s'explique
Pour quelle raison on ne veut pas de nous? Dans le plus grand pays francophone du monde qu'est la RDC, pourquoi on ne veut pas de nous? Alors vous comprenez? C'est-à-dire que nous manquons, peut-être par inconscience, l'occasion de marquer le point. Parce que ça, refuser que Macron arrive ici, ça vaut plus que la diplomatie agissante. Ça, c'est un acte qui va marquer. Vous comprenez? C'est plus symbolique, ça coûte beaucoup moins que pour faire la diplomatie agissante. Là, on doit voyager, transporter beaucoup de gens, payer des avions, accompagner. Et ici, la population congolaise dit non, vous n'intéressez pas ici. C'est beaucoup plus efficace que la fameuse diplomatie agissante. Je suis devant votre ouvrage sur le plié et dynamique pour un Congo. Mais il faut démontrer la couverture. Voilà, pour un Congo grand, c'est ça de toute façon, c'est juste un ouvrage de Corneille Moulumba, les pionniers de l'IDPS. Je suis à la page où vous évoquez plutôt la coopération gagnant-gagnant. Et là, je suis en face des partenaires traditionnels où on se retrouve avec les États-Unis, la France ainsi que l'Union européenne. Vu tout ce qui se passe dans la partie est de la République démocratique du Congo et surtout en se référant avec l'arrivée du président français Emmanuel Macron, que faut-il retenir? Non, je pense que, comme je l'ai dit, la coopération avec notre coopération traditionnelle a été totalement infructueuse. Circulez, vous verrez aucun investissement de ces pays-là, ni France, ni Belgique, il n'y a aucune entreprise, il n'y a rien. Par contre, cette coopération-là a permis de piller nos minerais. On a pillé. Il faut donc la revoir, puisque le monde a évolué. Qu'aujourd'hui, nous avons, il y a la France, mais il y a l'Union européenne, mais il y a la Russie, il y a la Chine, il y a les BRICS, il y a tout ça. Donc, nous devons créer les conditions pour revoir, traiter autrement avec nos partenaires et à la limite les mettre en concurrence, puisque nous avons des matières premières que tous recherchent, les mettre en concurrence pour le grand intérêt de notre population. Vous l'avez dit, je vous l'avais dit ici que votre observation que ces partenaires, la France, les États-Unis, la Belgique, l'Union européenne, ainsi de suite, ce sont juste les partenaires privilégiés de la République démocratique du Congo. Or, ici, certains pays, ils sont juste derrière certains pays voisins qui ont causé la mort de millions de nos concitoyens dans la partie est de la République démocratique du Congo. Alors, quelle attitude faut-il adopter face aux États-Unis, face à la France, face à nos voisins? C'est ça que je dis. Nous devons compter sur nous-mêmes. Si nous acceptons d'assumer des responsabilités politiques dans le pays, nous les assumons pour les Congolais, pour le Congo et pour les Congolais. Il n'y a pas de partenariat privilégié dont on ne tire aucun privilège. Nous devons changer ce vocabulaire-là. Nous avons du cobalt, nous avons du coltan, nous avons du cuivre, nous avons de l'or. Qui nous offre le meilleur prix? Qui nous donne les meilleures conditions? Qui accepte de construire des unités de montage ici, de traitement ici, ou de transformation ici? Voilà ce qui doit nous intéresser. Donc, il n'y a pas de sentiments, on ne doit pas attendre d'eux des sentiments qui nous aiment ou que nous les aimions. On n'a pas à aimer, les aimer, ils n'ont pas à nous aimer. Les États n'ont que des intérêts. Nos intérêts, nous, c'est que nous avons des millions de jeunes qui, chaque année, sont sur le marché, pour lesquels nous devons trouver du travail. Notre intérêt, c'est que nous avons... L'Ukraine produit le blé, qui est vendu dans le monde entier. La République démocratique du Congo peut produire beaucoup plus de blé que l'Ukraine. Nous avons plus d'espace, nous avons deux saisons, nous pouvons produire 3 saisons par an de blé. Donc, en d'autres termes, nous, ça nous intéresse d'avoir des partenaires qui disent, comme partenaires, nous allons produire ensemble le blé que nous allons vendre dans le monde entier. Ça nous intéresse. Si c'est les États-Unis, tant mieux. Si c'est l'Allemagne, si c'est la France, pas de problème. Mais que ce ne soit pas verbal. Ce ne soit pas de nous vous aimons. Vous nous aimez comment? En quoi est-ce que nous aimons? En quoi est-ce que vous êtes nos partenaires privilégiés? Au contraire, vous ne pensez qu'à venir placer vos troupes pour nous contrôler. Que les troupes de la MONUSCO quittent ici. Que, comme le disent les pays ouest-africains, que les militaires français, les bases françaises quittent. Parce qu'on n'a pas besoin de ça. On a besoin des investissements, on a besoin des entreprises, on a besoin des emplois, on a besoin de la production agro-pastorale, parce qu'on a déjà à nourrir, ainsi de suite. Donc, avec les uns les autres, la seule attitude possible, c'est intérêt réciproque. Quels sont vos intérêts? Quels sont les nôtres?
C'est ça qui doit nous préoccuper. Et pour ça, nous devons bien connaître nos intérêts. Et nous devons former nos gens. Parce que, par exemple, j'ai entendu des gens qui parlaient des contrats chinois, qui critiquaient tout ça. Très bien, mais la question est, combien d'ingénieurs nous formons par an? Si d'autres pays forment 10 000, 15 000, 20 000, 30 000 ingénieurs par an, la RDC en produit combien? Parce que si on n'avait pas des ingénieurs, il y aura des contrats léonins, parce que ce que les autres savent, vous ne le savez pas. Et donc, si vous n'avez pas de satellites, vous ne saurez rien. Vous ne savez pas quelle est l'importance des gisements que nous avons dans tel coin, des diamants, de l'or ou quoi que ce soit. Tandis qu'eux, avec le satellite, ils savent. Vous comprenez le problème? Donc, ça veut dire... Quelle attitude, de toutes les façons, je ne sais pas pourquoi j'essaie un peu de répéter ce mot, moi. L'arrivée d'Emmanuel Macron face à la montée de la tension entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, où plusieurs personnes, selon les analyses de moi, selon les analyses de plusieurs analystes aussi, qui disent que Emmanuel Macron, c'est juste les cartons, les maillots jaunes pour le Rwanda. Ne voyez-vous pas que c'est juste une manière de jouer des cache-cache pour la République démocratique du Congo, ou bien c'est juste l'autre face cachée d'Emmanuel Macron en République démocratique du Congo? C'est pas faux, mais je vais ajouter, il y a un autre élément qu'il faut garder à l'esprit. Comme je disais tout à l'heure, la France perd pied. La France c'était un empire, la France contrôlait, la Grande-Bretagne c'était des empires qui contrôlaient partout, tout en Afrique. Aujourd'hui, l'un après l'autre, beaucoup de pays africains sortent, se retirent du giron français. Et surtout, plus récemment maintenant, il y a l'offensive, je vais en parler ainsi, il y avait l'offensive économique de la Chine, n'est-ce pas, qui reprenait beaucoup d'entreprises et tout ce qui investissent beaucoup en Afrique. Il y a la Russie, maintenant avec Wagner et autres, qui, d'une manière ou d'une autre, sur le plan sécuritaire, joue un grand rôle. Maintenant, la France, si la France n'est pas importante en Afrique, si elle perd ses bases militaires, si elle perd ses groupes industriels qu'elle a dans les pays de l'Ouest et tout ça, si elle ne sait pas contrôler la politique en Afrique, la France ne pèse rien. Vous comprenez? Donc, ce qui faisait la force de la France, c'était la même mise qu'elle avait en Afrique. Or, elle est en train de perdre. Alors maintenant, sa grande crainte, c'est de perdre le plus grand pays francophone, perdre l'influence. Entre autres, la RDC. Entre autres, la RDC, c'est le plus grand pays francophone pratiquement. Et au rythme où ça va, compte tenu de la politique qu'il a envers le Rwanda et tout le reste, et tout ce que nous subissons, les Congolais ouvrent les yeux, réalisent que c'est la France, notamment les États-Unis, qui sont derrière le Rwanda, et que tous ces millions de morts congolais, la France n'a jamais ouvert la bouche. Ces gens-là n'ont pas besoin d'eux pour ça. Donc, pour eux, ils ont peur maintenant réellement que nous perdions, qu'ils perdent leur influence chez nous, qu'ils perdent des pieds chez nous, et c'est vers ça qu'on va, parce qu'il n'y a aucun intérêt pour nous d'avoir des gens qui sont là à aucun moment. Ils ont fermé les yeux. Au Rwanda, il y avait 800 000 morts, d'après ce qu'on avait dit. En Ukraine, je ne sais pas combien il y a. Mais en RDC, c'est plus de 10 millions de morts que cette affaire a causé depuis autant d'années. Et la France n'a jamais ouvert la bouche. Est-ce qu'un pays comme cela peut être considéré comme notre ami? Absolument pas. Et qu'en plus, ils ont continué, la France a encore soutenu récemment, notre européenne a donné, je pense qu'ils ont fait de 20 millions de dollars encore pour soutenir l'armée rwandaise. Alors, un pays comme ça, il fallait qu'on envoie un message fort à Macron en refusant qu'il vienne. Qui devait le faire? Mais dans ce pays, madame, nous sommes censés avoir. Quand je vous dis qu'il n'y a pas beaucoup de partis politiques. Non, dites-nous qui devait le faire. Mais c'est vrai, non. Quand je dis que dans ce pays, il n'y a pas de partis politiques, il y a des mouvements de soutien, des mouvements, c'est ça que je veux dire. Parce que vraiment, comme celui-ci, un parti politique qui a une idéologie, qui est patriote, devait se mobiliser, de mobiliser ses membres. Un parti politique peut avoir des centaines de milliers de membres. Et avec ça, une grande manifestation, même pendant qu'il est ici, organiser une grande manifestation. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça va très vite se mobiliser. Une grande manifestation d'1 million de Congolais dans les rues de Kinshasa. Croyez-moi, le message sera perçu partout. Le mot d'ordre. Pourquoi avez-vous peur de citer au moins, de pointer? Je vous parle de partis politiques, non? Les partis politiques ont leur, non pas au président, entre guillemets. Entre autres. Mais tous,
que ce soit l'UDPS, que ce soit le MLC, que ce soit l'UNC, tous ces partis politiques-là, à quoi servent-ils s'ils ne peuvent pas, de mots comme ceci, mobiliser, y compris les syndicats, et puis y compris les ONG, les mouvements sociaux, tout ça, les associatifs, pour mobiliser leurs gens, n'est-ce pas, la CAGE, tous les organisations des droits de l'homme et tout le bazar, mobiliser pour dire non d'une seule voix, les confessions religieuses. L'insécurité dans la partie avec ça, on montre que les Congolais ont pris position et on va nous respecter. Voilà, l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo devient le goût du jour. Pendant que nous présentons l'émission ici, ça ne va pas moins dans le nord Kivu. De toute façon, l'arrivée d'Emmanuel Macron va changer quoi? Mais il serait vraiment insensé que nous puissions nous dire que Macron, ça va faire quelque chose parce que ce sont eux qui financent le Rwanda, je le répète. Le Rwanda, il a quoi? À part le thé et le café. Et le café, nous pouvons le produire plus que le Rwanda. Le thé, nous pouvons le produire plus que le Rwanda. Le Rwanda a quoi? Alors, ils soutiennent le Rwanda parce que pour eux, ils cherchent à récupérer la partie est de notre pays. Ils promettent au Rwanda que le Rwanda va devenir, va déverser des gens, on va récupérer cette partie du territoire, Kagame va réunir sur un territoire beaucoup plus grand que le Rwanda actuel, avec l'Est du pays, le Rwanda et l'Ouganda, et que eux vont alors exploiter les minerais stratégiques qui sont là-bas. Voilà leur calcul. À partir de ce moment-là, comment est-ce que nous pouvons accepter ou imaginer qu'ils vont combattre le Rwanda? Non, nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Il faut, coûte que coûte, j'ai déjà dit une autre fois dans votre émission, madame, que nous puissions déployer ne fût-ce que 30 000 militaires congolais dans cette partie est. Utilisons le minerai pour les troquer contre des armes, pour exiger le départ de la MONUSCO, parce que la MONUSCO, la France, les États-Unis, c'est la même chose pour là-bas. Vous enlevez les deux gouverneurs militaires qui sont là et remplacés par deux autres. Voilà. Ceux qui sont là sont l'un issu du RCD, l'autre du MLC. Proche du Rwanda, proche de Kagame et de Museveni. D'échanger. C'est comme ça qu'on fait. Et mettre un gouvernement de guerre. La régie nous signale que nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mais on ne peut pas au moins passer outre ça pourtant. Parler de ça parce que ça fait partie au moins de l'actualité. 52e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève. On a vu la participation de notre président de la République démocratique du Congo. Je cite ses propos. Il a dit ma patience, notre patience a des limites. C'est assez vite tout ce qui se passe dans la partie est de la République démocratique du Congo. Votre réaction par rapport à ces propos? Moi, je ne comprends pas que le président ait eu de la patience. Parce que pendant qu'on nous tue, vous avez de la patience? Non. C'est des décisions. Quelles sont les décisions que nous avons prises? Pas aller négocier Rwanda, aller Nairobi, aller ici. Non, c'est pas ça. On nous fait la guerre, on s'arme pour nous défendre. Moi, je n'ai pas dit qu'il fallait attaquer le Rwanda, mais créons les conditions de dissuasion dans la partie est. Je suis convaincu que si nous pouvons négocier pour avoir des commandos, avoir des parachutistes, avoir comment dirais-je, des chars et avoir des équipements qu'il faut. Avec 30 000 militaires en plus, je pense que nous pouvons créer les conditions pour que le Rwanda ne reste. Aucun pays de ce côté-là n'ose nous attaquer. Donc, c'est ça la décision qu'on doit prendre. On ne doit pas perdre le temps. Le Premier ministre est un civil, le président est un civil. En face, vous avez le Rwanda, c'est un militaire qui est aux commandes. En Ouganda, c'est un militaire qui est aux commandes. En Angola, c'est un militaire qui est aux commandes. En face de notre Brazzaville, c'est un militaire qui est aux commandes. Mais alors, comment est-ce qu'un civil peut parler le même langage que les militaires? C'est impossible. Voilà, la persistance de la guerre à l'est de notre pays risque d'hypothéquer le processus électoral. Ça prouve qu'en 2023, faut-il pas avoir juste l'œil visé sur les élections en 2023? Oui, il était important pour notre pays, puisque que nous puissions continuer le processus, de respecter le timing. Tous les 5 ans, 15 élections, c'est important pour... À ce référent de la crise sécuritaire, donc il n'y a pas cette possibilité de... Non, c'est pas encore trop tard. Nous sommes au mois de mars, début mars aujourd'hui. Je suis convaincu que si on applique les mesures que nous disons ici, de déployer les troupes avec les armées et tout ça,
je suis persuadé qu'on peut sécuriser et faire en sorte que... Mais les M23 ou les soutiens, ils sont combien? Celui qui a dit ça, il sait les enjeux, les dangers de quoi? De tout ce qui se passe sur le terrain, Papa Corneille. C'est pour ça que je dis toujours qu'il ne faut jamais demander pour avoir le soutien extérieur. Parce que le soutien extérieur n'est pas gratuit. On vous impose des conditions. On vous lie les mains et les poings. C'est pour ça que nos décisions devront dépendre de nous-mêmes et pour nous. Donc, comment dirais-je, si nous exigeons de part de la MONUSCO qui donne des informations de ce groupe-là, si nous déployons nos troupes là-bas sur place, pourquoi sincèrement que les militaires congolais ne peuvent pas se battre? Donc la crise sécuritaire n'est pas une excuse pour... Non, fournissons, accélérons, prenons le mois de mars ici pour équiper nos militaires. Vous avez entendu que le groupe de Maïmaï a récupéré, quand je pense c'est Roubaïa. Si un groupe de Maïmaï récupère, alors l'armée congolaise, nos militaires n'ont peut-être pas suffisamment d'armes, pas de munitions, pas de prise en charge. Prenons-les en charge, fournissons-leur des munitions, les armes nécessaires et renforçons-les en nombre, en effectif. On va récupérer toute la partie, on va la sécuriser, on va organiser des élections. Et c'est ça qui peut permettre au président de dire que voilà, j'ai pacifié, j'ai organisé des élections, je demande votre confiance pour me réélire. Si ce n'est pas le cas, c'est un problème sérieux. Voilà, l'état c'est de l'argent, nous sommes arrivés au moment de la fin de cette émission, nous vous disons merci d'être là ce soir. C'est moi qui vous remercie, madame. Merci beaucoup, ça n'est fini complètement pour aujourd'hui. Suivez la rediffusion de cette émission les dimanches à 19h. Bon, tous les programmes sur nos antennes. On se retrouve la semaine prochaine. Au réel plaisir d'avoir un nouveau numéro. Au revoir.